J'aurais peut-être dû commencer par elle. Plusieurs fois, j'ai essayé de l'aider à faire rentrer ses vaches chez elle. Mais elle était tellement, disons, traumatisée par, par la voix qu'elle avait, les paroles assurées qui sortaient de sa gueule, qu'elle détournait la tête et qu'elle rentrait précipitamment avec son troupeau. Son mec, qui n'avait certainement pas le palais défoncé, devait être, je crois, un peu, ou bien très indifférent devant moi, ou un peu terrorisé par ma présence. Et aussi par ce que je n'avais pas voulu être, c'est-à-dire l'homme un peu distant. C'est par lui que, non pas j'ai terminé, mais c'était pratiquement la dernière maison, c'est par lui que ça a continué. Il était en train de se rouler une cigarette devant sa grange, quand j'ai descendu le tout petit sentier. Il m'a vu de loin. Je me suis approché et machinalement j'ai cherché dans mes poches si j'avais mes cigarettes. Or, je n'avais pas de cigarette. Et je ne dis pas que sans cigarette je suis foutu, mais pour aborder les gens, ne serait-ce que pour demander un renseignement, j'aime bien avoir une cigarette. Ça me tient lieu de canne ou de béquille. Un instant, j'ai presque voulu faire demi-tour, mais à ce moment précis, lui s'est mis à reculer vers sa maison. À reculer, c'est-à-dire à marcher vraiment en arrière. À petits pas très serrés, tout en continuant à rouler sa grosse cigarette. Il a fini par atteindre la porte. D'un coup de cul, il l'a ouverte et, toujours en me regardant, en commençant à sortir sa langue et à lécher le papier gommé, à me faire comprendre que je devais le suivre. Et je l'ai suivi, moi marchant en avant et lui en arrière. Il est rentré dans une cuisine. Je me suis retrouvé dans cette cuisine. Il finissait de lécher son papier. Il coupait les deux bouts de la cigarette où du tabac tombait. Il a refoutu ça dans son paquet, l'a glissé dans sa poche, a sorti un grand briquet, l'a allumé, a tiré sur le perlot. Il y avait des chaises autour d'une table, mais il avait fini par se coller contre la cuisinière, une cuisinière basse à 4 marmites en fonte, très vieille, bancale. J'étais au milieu de cette pièce. Si chez Bagulet, c'était et c'est encore une maison délabrée, chez l'homme, Griot, c'est plus le délabrement, c'est la déconfiture complète. Comment on peut vivre là-dedans? Moi, j'ai vécu dans une cave, mais dans une cave que les vieux essayaient de rendre propre, supportable, viable, et c'était viable. Alors que là, il y avait pratiquement 1 mètre de linge sale dans un coin. Sur le plancher, 2-3 centimètres de merde, de fumier. Je me demandais s'ils ne pissaient pas tous là-dedans et chiaient là-dedans aussi. Une puanteur presque intolérable. Et lui qui me regardait, la tête légèrement tournée sur le côté, les coudes serrés le long du corps et tirant sur sa cigarette. Moi emmerdé, sentant que si j'avais eu une cigarette, j'aurais peut-être pu trouver une pause, une position, une allure. À nouveau, j'ai recherché dans mes poches, je n'ai rien trouvé. Je voulais lui dire quelque chose. J'aurais pu commencer par bonjour. Je n'arrivais pas à le sortir. Je me disais pas, mon vieux, il est aussi con que c'est de toi, mais je sentais une petite panique qui me gagnait, et lui aussi peut-être. Il y avait vraiment un mur entre lui et moi. Je me suis promis tout de suite de revenir plusieurs fois, et de revenir là avec un paquet de cigarettes, et de fumer mes cigarettes ensemble. Seulement si tout commençait aussi mal que cette fois-là, il ne reculerait peut-être pas vers la porte. Je restais devant lui. Après, j'ai trouvé le geste normal de venir chauffer mes mains près de la cuisinière. J'avais pas suffisamment froid pour vouloir me réchauffer, mais lui, il s'est tourné, puis côte à côte, on a tendu nos 2 mains.
Puis on se frottait, on devait trouver que ça faisait du bien. Il a eu fini son clope, il a levé un rond, il y a les flammes qui sont sorties, il l'a fait tomber dedans. J'ai noté qu'il ne gardait pas ses mégots. Ça me semblait un luxe. Et puis j'ai fait 2-3 pas en arrière, sans dire que je devais rentrer, mais en faisant comprendre qu'il fallait que je rentre chez moi. Et en passant près de la porte, j'ai vu une vieille boîte de conserve. J'ai jeté un coup d'œil dedans, et dans la vieille boîte de conserve, il y avait plein de mégots. Il avait jeté un mégot, il avait perdu un mégot. Le lendemain, je suis revenu. Je suis revenu armé de cigarettes et décidé à discuter un peu. J'avais convenu mentalement que d'une part, j'arriverais en tendant la main et que d'autre part, je dirais bonjour. Hier, j'avais tellement froid, ou hier, j'étais tellement fatigué que j'ai pas pu arriver à vous parler, quoi. Puis je suis comme ça. Puis vous non plus, mais faut pas avoir peur de moi. Moi, je suis un voisin. Seulement d'avoir laissé s'entasser des années comme ça jouait pas dans mon sens. Et le lendemain, j'ai repris le petit sentier. On aurait dit qu'il m'avait guetté puisqu'il était encore en train de se rouler une cigarette. Il a fait le même manège, il a reculé, il a donné un coup de cul dans la porte, il est rentré dans sa cuisine. Moi, je suis allé un peu plus vite que lui, j'ai retrouvé la cuisine. Il semblait que je la connaissais un peu mieux. J'ai mis mes mains dans mes poches, j'ai sorti mon paquet de cigarettes. J'en ai allumé une. Puis j'ai essayé de parler. Seulement, ça montait jusqu'à derrière la langue et ça continuait de ne pas sortir. Heureusement, un gosse est rentré à ce moment-là, en braillant, en jouant, en chahutant, suivi par un autre. Il s'est jeté dans mes jambes et en me voyant, j'étais sans doute je sais pas moi, le diable. Il a crié davantage, il a reculé. Et son père m'a dit, sont sauvages. Moi, je lui ai dit, moi aussi, je suis sauvage. Seulement, je suis un homme, alors j'ai pas peur des gosses. Et les gosses, ils ont peur de moi. Ils me connaissent pas, comment ils s'appellent. Alors on s'est mis à discuter sur des gosses, sur tous ces gosses. Puis il a tiré une chaise. On s'est retrouvés là, à fumer. Il m'a tendu son paquet de tabac, j'ai roulé une cigarette. Il était très curieux de me voir rouler une cigarette. Lui, il avait des doigts qui n'étaient pas faits pour les rouler, et qui pourtant réussissaient mieux que moi avec mes doigts fins. Je faisais tomber du tabac sur la toile cirée. Alors je le ramassais, je le refoutais dans son paquet. Comme lui, j'ai coupé les petits bouts de tabac qui pendaient à chaque extrémité. Je l'ai laissé rouler la sienne. C'était un chef-d'œuvre à côté de la mienne. Moi, il y avait que du paplard. Au début, un petit torchon tout blanc, tout mouillé, tout baveux. À la fin, la même chose. Et puis alors, dans le milieu, une hernie. On aurait cru une fusée. Quand il m'a tendu du feu, ça a fait une flamme, quoi. Puis, quand la flamme est arrivée au tabac, j'ai eu 2-3 goulettes de fumée à pomper. Il s'est retourné, il a pris une bouteille, il a sorti 2 verres d'un petit casier. Il m'a servi généreusement à boire. Trinquer, ça veut dire quelque chose. On a trinqué. Ça voulait dire quelque chose. Il m'a regardé, puis il a des moustaches, ce mec-là, et continuellement, il est en train de se les essuyer du revers de la main. Moi aussi, j'ai des moustaches, et avant d'avoir bu, on s'essuyait déjà les bacchantes. Au bout du 2e ou 3e verre, on s'essuyait plus, on avait chaud. On avait discuté pendant même pas 1 minute sur les gosses, le nom des gosses, et on restait là. Je me disais plus, il faudrait que je lui parle. Lui trouvait normal que je parle pas. Lui, de ne pas parler, c'était plus que normal. J'ai fait comme ça 5 ou 6 marches d'approche, 5 ou 6 jours différents. Et un soir, après la traite des vaches, j'ai dit à Cécile, j'y vais maintenant, je vais voir toute la famille. Si tu veux, tu viens avec moi. Seulement, elle a un peu les jetons.
un peu les jetons d'avoir à se trouver là puis de ne pas parler. Alors j'ai débouché dans la cuistoche avec une lampe qui descendait très bas sur la table. Toute la famille qui lampait, des cuillères pleines de soupe. Ça bavotait dans tous les coins. La femme, en me voyant à travers les vrites, avait sursauté. Et puis, c'est lui qui a dit « Ouais, rentrez, rentrez, monsieur ». Alors je suis rentré, il m'a dit « Vous avez bouffé ?» Je lui ai dit « Oui, j'ai bouffé. Je vous dérange pas maintenant. J'aurais pu peut-être venir dans une demi-heure. » « Non, 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 rentrez. Donne-lui une chaise. » Et je commençais à regarder dans la direction de la femme. Pendant qu'elle me tendait la chaise, qu'elle se baissait pour allumer son feu ou pour l'entretenir, je détaillais son dos, ses hanches, ses fesses. Je découvrais un corps d'une beauté, non pas insoupçonnée, mais impossible à trouver sur une femme recouverte de haillons. Elle devait avoir 30 ou 35 ans. Des chevilles d'une finesse comme un jeune chien qui est en train de pousser. La taille serrée par un tablier, deux belles hanches qui rebondissaient, les coudes qui sortaient de pullovers tout troués, des coudes tout blancs, fragiles. Quand elle eut bourré son feu, elle s'est retournée, a tiré sa chaise, s'est assise dessus et a eu l'air de s'excuser d'un mouvement de nuque. Elle devait finir sa soupe pour pas qu'elle refroidisse. Après la soupe, ça a été le pain, avec un gros bout de fromage sur la table. Un bout de fromage que les gosses se sont mis à désculpter, pompant de grosses langues là-dessus, mordant avec des petites dents toutes fraîches, comme des petits loups. Lui buvait, mâchonnait, trempait son pain dans son verre. M'a tendu le mien, que j'ai bu. Les gosses, un à un, se sont mis à s'endormir sur la table dans leurs coudes. Parlaient toujours pas. Je me suis mis à penser à elle, dont la tête, qui était vraiment ravagée, ne laissait pas soupçonner le corps que je m'étais mis à découvrir tout à l'heure. Un corps qui parlait tout seul. Un corps plein de chaleur, dont tous les gestes, dont même les lèvres, étaient le signe d'une brûlure passion. Ouais. Et je me suis mis à penser que peut-être elle ne parlerait pas de la soirée. Et à ce moment-là, lui m'a dit, on est tous un peu fatigués. Moi pas, mais les mômes et puis elle, ils ont tous chopé mal à la gorge. J'ai dit qu'il fallait peut-être bouffer du miel. Elle a débarrassé la table, elle a déshabillé les gosses. Un à un, ils se sont levés, ils sont partis. Je les ai entendus chahuter un peu dans leur chambre, dans leur plumard peut-être. Elle s'est mise à faire sa vaisselle. C'était non pas simple, c'était autre chose que simple. Ça me réchauffait. J'avais pu vivre pendant des années à côté d'une famille comme celle-là, mais il y en avait certainement d'autres. D'une famille toute bouffie, avec une petite perle de femme à 20 mètres de nous, sur qui j'ai immédiatement pensé que d'autres affaires auraient une allure beaucoup plus qu'extraordinaire. Et puis à force de boire et de laisser la soirée s'écouler, lui a pris sa toute petite cuite, et puis moi aussi la mienne, en ricanant de ci, de là. Ce que je voulais, c'était arriver à le faire un peu parler, à lui faire sortir quelque chose de simple, c'est-à-dire
la terre, son travail, comment ça se présentait cette année. Fort et instruit parce que le type de la place avait pu me dire. Je lui parlais des autres, de ceux que j'avais vus. C'est peut-être pas là qu'il fallait attaquer. Alors j'ai sorti 2-3 mots, le mutilé, en ajoutant que c'était un drôle de bonhomme. Je regardais ses épaules, puisque c'était par là qu'il s'exprimait, ce bonhomme. Alors il a haussé les épaules. J'ai donc compris que c'était peut-être pas par lui. Alors, je suis arrivé à l'autre type. La météo, comme on l'appelait. Alors je lui dis, ben, j'ai vu le type de la place faire un drôle de travail. Il note absolument tout. Il met en route ses plantations, où il ne décide de ne couper ou de ne semer que j'arrivais pas à aller plus loin. Oh, il a haussé aussi les épaules. Alors je suis arrivé au dernier, quoi, Bagulet, en lui disant que le Bagulet, c'était quand même un drôle de gars, quoi. Comment ça s'était passé ici avant que j'arrive. Il m'a dit, c'était un brave type. Je dis, oui, c'est bien ce que je pense, et puis il a une drôle de vie. Oh, bah ça, la vie, on a tous eu une drôle de vie, hein. Je dis, oui, mais enfin, il a fini, bah, il a fini comme il devait finir. Ouais, ouais, c'est vrai. Puis il a encore haussé les épaules. J'en suis arrivé au gros, au gars rougeau. Je dis, ce gars-là, j'ai essayé de le voir, mais il me plaît pas. Alors là, il a été un peu plus causant. Il m'a dit que à ce gars-là, on ne pouvait pas se fier. Qu'il m'avait vu aller plusieurs fois chez lui et que il savait que ça marcherait pas. J'ai voulu savoir qu'est-ce qui ne marcherait pas pour lui. Non. Sa réponse, c'était encore le haussement d'épaule. Ça pouvait pas marcher. Alors j'ai voulu aller un tout petit peu plus loin et je lui ai dit, ce gars-là s'est fait sur moi des idées, enfin. Vous le savez peut-être pas, mais il m'a fait faire des lettres. Il s'imagine que je suis un... Et alors là, Griot m'a dit, bah, tout le monde s'imagine que vous êtes... moi je sais pas, je m'en fous moi de ce que vous êtes. Enfin, vous êtes venu chez moi. Ben, je dis, ben oui, je suis venu chez vous et je suis content. Je suis content de vous voir, de vous connaître et de voir comment vous vivez, quoi. Vous pouvez venir chez moi aussi, moi, ma porte est ouverte. D'ailleurs, il faudrait venir un soir avec votre femme, qu'on essaie de boire un coup, puis de fumer. Et si vous savez jouer aux cartes, on pourra jouer aux cartes. Je suis pas fort, mais on pourra passer le temps. Quand vient l'hiver, les veillées sont longues. Qu'est-ce que vous foutez l'hiver, vous réparez des trucs comme les autres? Il me dit, ouais, on répare. Je lui dis, vous êtes né ici, dans le bled? Ah, il m'a dit, non, je suis né dans le bled où vous étiez avant. C'est comme ça que j'ai su qu'il était un fils d'un cultivateur dans la merde lui aussi. Dans le bled où j'étais tombé malade, avant de venir ici dans le village. Et c'est par ce petit biais-là que... Ben, non pas que j'ai commencé à mieux voir clair en lui, mais que certaines explications ont pu venir. Tard dans la soirée, au moment où moi j'allais me lever, est rentré un immense bonhomme, aux cheveux blancs mais coupés courts, que peut-être je ne reconnaissais pas parce que je l'avais toujours vu avec une casquette. Il a tiré une chaise, il s'est assis à côté de moi. Est-ce qu'il avait été prévenu que j'étais là ou
Est-ce que tous les soirs il venait chez son gendre? C'est possible. En tous les cas, il était le père de la femme. Il a mis ses coudes sur la table, sorti un paquet de tabac, j'ai voulu lui donner une cigarette, il n'aimait pas ça. Alors comme j'insistais, il m'a dit, bon ben, je la prends, mais je suis obligé de la casser puis de la rouler dans une feuille, parce que moi j'aime pas ce papier, ça me fait mal à la gorge. J'ai dit, ben mon père, il était dans le même cas que vous, il pouvait pas fumer des cigarettes toutes faites. Alors on s'est mis à parler du tabac. Du tabac, puis du tabac, on en est arrivé au vin. Du mauvais vin qu'il y avait en ce moment. Puis du mauvais vin, ben, on a parlé des patates. Il avait l'air étonné que je bouffe des patates. Pour lui, je devais bouffer que des conserves. Parce que, pour le père Maclay, puisqu'il s'appelle le père Maclay, pour le père Maclay, un mec des villes, ça bouffe des conserves. Avec un bon clin d'œil d'ailleurs, il voulait ajouter, ça bouffe aussi des tas de merde. Non, nous ici, on bouffe des patates. Ah, je dis, moi aussi, j'ai mes patates dans la cave, et j'ai même mon pinard dans un tonneau. Et puis mon pain, bah, je finis par faire comme tout le monde, je le prends chez un certain boulanger. J'ai fini par trouver qu'il y avait des boulangers qui faisaient pas du bon pain. Alors il rigolait énormément. Sa fille qui était là commençait à s'assoupir. De temps en temps, elle mettait sa tête dans ses coudes, elle la relevait, elle avait la bouche qui s'ouvrait. Mais elle parlait toujours pas. J'avais pas réussi à lui faire sortir une parole. Père Maclay, lui, bavard. Mais pas le bavard qui vous casse les couilles. Il a voulu savoir qu'est-ce que j'étais allé foutre chez le mutilé. Ainsi, il savait, lui, que j'étais allé chez le mutilé. Ah, j'ai demandé comment il avait fait pour le savoir. Oh, il m'a dit, c'est facile, moi j'ai qu'à aller dans mes chiottes, elles sont au bout du jardin. Puis là, je reste, puis je regarde. C'est de là que je vois tout le village. Quartier d'en bas, des fois je reste là, un petit moment, je les vois faire. Vous savez, dans le quartier d'en bas, ils valent pas cher. Je dis que ça... Moi, le quartier d'en bas, je le connais pas, mais quand vous dites ça vaut pas cher, ça veut dire quoi? Alors il s'est mis à me parler politique, à me dire qui il était. En bref, à annoncer la couleur. Il m'a même dit ce que je ne savais pas. Je croyais que personne ne le savait. Il m'a dit que j'avais eu les flics chez moi. Je suis resté surpris un moment, j'ai été même sur le point de dire non, là vous vous gourrez, puis après... J'ai dit là aussi, vous étiez dans les chiottes quand ils sont arrivés. Il me dit non, mais ils se sont renseignés et ils sont venus chez moi. Ils m'ont demandé où habitait monsieur Untel et j'ai tout de suite compris que c'était des flics. Alors il était fort parce que des flics en civil dans la campagne, ça n'existe pas. Tellement le soleil s'était monté d'ailleurs. Il avait compris que c'était des flics. Il n'avait pas besoin que je lui explique pourquoi les flics étaient venus. Il avait ça dans la tête. Et en m'annonçant la couleur, il a voulu me faire comprendre qu'il connaissait la mienne. J'étais un peu embarrassé là-dessus parce que j'ai peut-être une couleur, ouais. Oh, je la connais cette couleur, mais pour moi la couleur ça va avec l'action, et l'action que j'ai mise en route, je l'ai mise en route de moi à moi. Je sais très bien que je suis pas branché sur le bon contact dans ce domaine. Je sais ce que je pense, mais je suis à la fois un égoïste et j'ai pris des distances. Des distances que je regrette et qui peuvent amener les flics. Alors lui, ben, il est rentré dans des détails. Puis s'est mis à me détailler, dans ce détail en question, le mutilard. Il n'avait aucun respect pour lui. Alors là, il commençait à me devenir de plus en plus sympathique. Il m'a parlé du 17 juillet 1916, alors on s'est mis à éclater de rire. Il avait les mots qu'il fallait pour faire parler sa fille, parce que sa fille s'est mise, elle aussi, à dire... Et le père Maclay s'est mis à traduire ce que la fille disait. J'ai, à un moment donné, été un peu gêné en me disant s'il fait ça... Mais non, il avait raison, il savait ce qu'il faisait. Il m'a traduit qu'il nous fait chier avec ses histoires. Ah, c'était ce qu'elle avait dit. Puis elle s'est mise dans la danse. Alors lui s'est mis à faire le traducteur. Elle était pas conne, celle-là non plus. Elle avait des idées sur tout. Non pas de bonnes idées, mais des idées qui tenaient le coup.
Elle savait ce qu'elle voulait. Elle en voulait peu, mais elle y tenait. Ça avait dû l'apprendre quand elle était très jeune. Ici, dans la même pièce où elle vivait. Et puis, on a fait le tour. On a fait le tour avec lui. Après le mutilard, que d'après lui, j'avais pas intérêt à revoir. Ou en tous les cas, si je le voyais, j'avais pas à lui parler. Ne pas se confier à lui, c'était la première des choses à éviter. Alors j'ai voulu en connaître plus long, j'ai connu une petite histoire. S'il y avait un type qui était une mouche, il y en avait un deuxième qui en avait été une. Père Maclay avait manqué de se faire flinguer. Uniquement parce que l'autre avait mouchardé. Alors, il avait chié dans ses bottes. Et que, normalement, à partir du moment où je connaissais cette histoire, il devait avoir chié dans les miennes. Bon, c'est une histoire de classé. On a parlé un peu de l'autre. Petit à petit, la nuit s'étirait. On buvait, non pas de plus en plus, mais avec une régularité de pendule. Les paroles se déliaient, les gorges s'ouvraient. L'autre, curieux, mais je comprenais de mieux en mieux, et j'ai même fini par dire à Maclay, bah, taisez-vous, moi je comprends ce qu'elle me dit, quoi. Le gars de la place, la météo en question. C'était un gars, d'après Maclay, complètement envoûté par le temps. Il trouvait ça pas normal. Il m'a dit qu'un gars, il fasse comme moi de temps en temps, bon, on regarde la lune ou... Me regarder comme ça les nuages. Et le matin, il se lève et il regarde le brouillard. À quelle maison le brouillard s'arrête. Et les oiseaux qui passent et les oiseaux qui reviennent. Et quand les chattes sont en chaleur. D'après lui, il était un peu dingue. J'ai parlé de ses cahiers, il m'a dit, oui, je sais qu'il a des cahiers. Ça peut servir à rien. On ne peut pas voir les signes. Les signes, c'est foutu maintenant. Croyez-moi. Moi, j'y ai cru un peu aux signes. Moi aussi, j'ai regardé. Mais maintenant, tout ça, c'est chamboulé. Mais vous pouvez avoir confiance en lui, c'est un type qui est gentil. Pas capable de faire une vacherie. On en est arrivé à Badulay. Alors pour lui, Badulay, c'était le mec des mecs. Un gars qui, dès qu'il touchait un peu de fric, foutait le camp dans le bistrot, appelait des gars, d'autres gars. Des gars qui le débinaient par derrière, qui lui pompaient tout son pognon. Puis quand le Badulay, il avait un peu soif, que la gorge le brûlait, ben, les autres gars tournaient le dos. J'avais pas besoin de demander à Maclay si lui, il restait. Je savais que Maclay, c'était un mec. Un mec sûr, et sans que Bagulay m'en ait vraiment parlé, le Maclay, c'était un pote à Bagulay. Ça pouvait peut-être devenir aussi un pote. On est arrivé au Rougeau. Le Rougeau, il a secoué les épaules, envoyé sa grosse peigne en l'air. Pas la peine de parler de ça. Puis il a même pas voulu savoir ce que je faisais. C'est moi qui, comme ça, brique par bribe, lui ai fait une sorte de petit détail. Il avait pas l'air de bien comprendre à quoi ça servait. Mais si je le faisais, bah... c'est moi que ça regardait. Puis on a décidé qu'on allait passer une veillée. Et puis sans plus attendre, la veillée, ça serait le lendemain soir. À la maison, j'ai dit à Cécile, tu vas essayer de faire un gâteau. Je suis allé à la ville chercher 2-3 bouteilles de pinard meilleures que celui qu'on buvait. Et puis j'ai acheté du tabac bleu, puisqu'il fumait du tabac bleu, puis du papier à cigarette, des boîtes d'allumettes. Et à 8 heures pétant, il tapait à la porte. Il y avait le père Maclay, son gendre, le griot, et puis la femme. Maclay, il avait une femme, mais qui sortait pas, qui avait, paraît-il, mal au guibole. C'était la première fois qu'il rentrait, alors que 15 ans s'étaient passés depuis la mort de l'ancien propriétaire qui s'appelait Séraphin. Quand il est rentré dans la première pièce, c'était les métiers à tisser. Les métiers à tisser de Cécile. Quand il passait dans le chemin pour aller dans ses champs, il entendait de temps en temps le fouet qui claquait et il n'avait pas fallu lui faire un petit dessin, il avait compris qu'il y avait là-dedans des métiers à tisser. Il a cru un moment que moi aussi je tissais, et puis
de déduction en déduction, il en était arrivé à penser que seule Cécile tissait et que moi je faisais autre chose. Il a regardé les métiers à tisser. Il avait, dit-il, vu son père tisser. Ici, c'était un village de tisserands. Ensuite, il y a vu la grande usine en bas, à Chalais, où tous les hommes étaient allés travailler, descendant tous les matins, remontant tous les soirs. Puis il a regardé le plafond qu'on n'avait pas nettoyé, qui était resté tout noir. Il n'a pas trouvé ça anormal, il a regardé, puis il a dit, ah, si Séraphin y revenait, je dis, bah, Séraphin, c'était un copain pour vous. Il me dit, oh, ouais, des copains, on n'en a pas beaucoup ici, hein. Bon, enfin, c'était pas un mauvais mec, quoi. Un peu bizarre. Il croyait à l'autre là-haut. Alors j'ai dit que je savais ça, puisque j'avais découvert un peu partout des crucifix dans toutes les pièces. Puis on est passé dans la pièce du milieu, là où il y a une table basse et 2-3 trucs pendus sur les murs. Alors il a jeté un œil sur les murs sans bien comprendre qu'est-ce qu'on avait pu accrocher derrière. Il y avait de vagues bouts de dessin qui ressemblaient pour lui absolument à rien. Je l'ai encouragé en passant devant eux et en rentrant dans la cuisine. Sur la table, il y avait un beau gâteau, avec des litrons, puis des godets. Et il a été tout content, il s'est frotté les mains, et puis le griot qui arrivait derrière, très content aussi. Ils ont vu les paquets de tabac sur la table, j'ai dit, écoutez, si vous êtes d'accord, ce soir, on fume mon tabac, hein. Puis moi, je vais les rouler aussi. Alors on s'est mis à rouler, à cracher du tabac dans tous les coins. Et le père Maclay m'a dit, bah, il y a un gars que vous ne connaissez pas, puis que vous devriez voir. Alors j'ai dit, bah, dans l'autre quartier, il me dit, oh, c'est dans le quartier du centre, quoi. C'est Léon. Léon, puis il s'appelle aussi Tony. C'est un gars qui est très batte. C'est un vieux, comme le mutilé. C'est un autre genre. Lui, il a fait la guerre, mais il l'a fait très peu de temps. Il essayait de se planquer. Tout le monde dira que c'est un resquilleur, mais vous verrez, il est très gentil. En même temps, il est tout seul. Je crois qu'il serait content de vous voir. On a passé toute la soirée armé des tas d'histoires de chasse. Maclay, c'est un chasseur. Si je n'ai aucune sympathie pour le chasseur, et surtout le chasseur de la ville quand il vient ici et qu'il essaie de faire des ravages, pour Maclay, quand il me racontait ces histoires de chasse, je le voyais à l'affût avec des oreilles d'ornard et des yeux pointus. Son flingue toujours prêt sous son bras. Sentant, avec son blaire, sans chien, là où la bestiole était passée. Le repère des crottes sèches ou pas sèches, allant déterrer tout ce qu'il fallait déterrer. Je me mettais à avoir pour lui une certaine admiration. J'ai repéré qu'à une de ses mains, il y avait un doigt qui était en moins. Alors j'y ai montré, puis je lui ai demandé. Oh, il me dit ça, c'est une histoire qui m'est arrivée. Ça fait longtemps, ça. C'était l'hiver. J'avais réparé quelque chose, c'était de la ferraille. Puis ça a fait un panari, j'ai essayé d'arranger ça comme j'ai pu, puis ça n'a pas marché, alors foutu un coup de hache, quoi. Cécile a sursauté et lui a dit avec ouais, oh bah, vous savez, c'est comme ça, hein. Ça m'a sauvé la main. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé? Mais où voulez-vous que j'aille? Pour aller à la ville pour me faire soigner ça? Moi, j'ai jamais bougé d'ici. Mon doigt, c'est mon doigt. Bon, bah, il était pourri, bah, je l'ai retiré, puis c'est tout. Quand une vache est malade d'un sabot, bah, on gratte, on prend un couteau et puis on fout de l'agneau dedans. Après cette soirée, je me suis mis en quête, en mouvement. J'ai voulu connaître le Léon. Petit à petit, mon cercle, non pas s'agrandissait, mais enfin commençait à bouger. J'ai connu Léon qui, alors lui, m'attendait depuis des années. Quand je suis rentré, il m'a ouvert les bras. Il connaissait mon nom de famille. Je crois même qu'il connaissait aussi mon prénom et celui de ma femme. Ah, il m'a dit, mon brave monsieur, depuis le temps que je vous attendais. Eh ben, je dis, me voilà. Qui est-ce qui vous a parlé de moi? Je dis, c'est le père Maclay. Ah, le brave homme. Pour lui, il y avait les braves, alors il y avait les ordures. Alors j'ai eu droit à une belle délimitation. Les trois quarts, pour ne pas dire les 90% du village, balançaient carrément dans la merde. Puis alors lui et les quelques copains qu'il y avait,
était dans le dernier petit pourcentage. Tous les tièdes et les mous, il les foutait dans la merde. Il aimait les gars qu'on avait, qu'avec quoi, c'est à moi de me démerder avec ça. Et j'ai découvert que chez lui, s'il n'y avait pas une guibole de coupé avec un ceinturon qui arrêtait l'hémorragie, il y avait une autre sorte de guibole, seulement lui, il savait parler, disons. À un point que, dès le premier jour, il a fini par me dire, après m'avoir raconté des tas de petites histoires dans lesquelles moi j'étais en train de m'empêtrer, je lui disais, n'allez pas si vite, je comprends pas. Il m'a dit, si je voulais, moi, monsieur, si je voulais, j'écrirais des livres grands comme ça et larges comme ça, et épais comme ça. Oui, monsieur. J'en connais des choses sur le village. Moi, je vais vous en dire des choses que vous connaissez pas, que personne ne vous dira. Oh, des choses qui sont pas toujours, Ah ouais. À commencer par les histoires de fesses et puis à finir par les curtons. Moi, je connais tout. Moi, je suis le premier républicain du village. Alors, pas eu envie de lui demander qu'est-ce que c'était qu'un républicain pour lui. Puis on s'est remis à repatauger dans des histoires où il y avait toujours, là-dedans, non pas la guibole de Coupé, mais son exploit de la guerre. De la guerre de 14, naturellement. Son exploit, ça avait été de foutre un coup de poing dans la gueule d'un capitaine. Ah, il tapait sur la table en disant, c'est pas tout le monde qui a pu faire ça. Il était passé en conseil, il avait eu, dit-il, de justesse droit à tout simplement faire de la tôle, quoi. Puis on est reparti sur une autre histoire. Sur sa femme, qu'il paraît-il, il adorait, qui était morte. Sur lui, qui avait des hémorroïdes. Qui m'a dit qu'un jour, il me montrerait ça parce que sans doute que je connaissais quelque chose. Alors j'ai fini par lui dire que j'avais de la pommade, que je pourrais lui en passer. Puis d'histoire en histoire, de petites soirées en petites soirées auxquelles se joignait le Maclay, auxquelles venait se joindre son gendre. On buvait comme des trous, on tapait sur la table. De temps en temps, le vieux Tony disait « C'est le clan des révolutionnaires !» Alors le Maclay lui tapait sur le poing en disant « On va pas si vite, Tony, c'est pas pour demain la révolution, crois-moi. » Le Maclay avait toujours ce bon coup de frein là où il fallait. Et même quand il était paf, il restait un mec avec les pieds sur terre. Alors on rebrassait des histoires dont on connaissait la fin et que l'un commençait pour la laisser terminer par l'autre, mais à chaque fois on se mettait à rigoler. Et puis est arrivé le moment où le Tony m'a dit « Comment vous passez vos journées, vous, hein, mon brave ?» Alors j'ai dit « Le brave, il passe les journées des fois en tournant dans son atelier parce que j'ai un atelier. » « Ah, mais alors vous avez un atelier. Mais alors qu'est-ce que vous foutez dans votre atelier, hein ? Votre femme, elle y fait du tissage. » Je dis « Bah oui. Et vous ?» Je dis « Bah non. » « Alors si votre femme, elle y fait du tissage et puis vous y faites pas de tissage, qu'est-ce que vous y faites ?» Je dis « Moi... » Alors je savais pas trop quoi lui dire, quoi. Commencer par « Je fais du dessin », ça rimait à rien, alors... Je lui dis, voilà, je lis des livres, voilà mon travail, quoi, c'est de lire des livres, et puis de faire un résumé des livres, et puis, enfin, je commençais à m'empêtrer dans ce truc-là. Pour lui, ouais, c'était très clair, ouais, c'était un boulot comme un autre, et sans doute que parce que j'étais malade, je faisais ça ici, mais sinon je l'aurais fait à la ville. Il voyait ça comme un journaliste. Puis il m'a dit qu'il voulait voir mon atelier. Alors j'ai dit, c'est facile à faire. Si vous voulez, dans 2-3 jours, vous venez à l'atelier, on boit un canon. Il a sonné à la porte, et puis je l'ai fait monter dans mon atelier. Alors il a regardé. Il y avait tous les bouquins, une boîte de peinture qui brillait, 2-3 tables, des lampes un peu partout, quelques chaises. Il m'a dit, moi je peux m'asseoir? Mais bien sûr, asseyez-vous. Ah, il m'a dit, je savais pas que j'allais voir ça ici. C'est ici que vous travaillez. Et puis je dis, oui, c'est ici que je travaille. Pour pouvoir lui donner une preuve, j'ai montré des bouquins et puis j'ai sorti un dossier. Là, je dis, oh, c'est ça, c'est mon boulot. Puis il a vu mon poste. Ah, il m'a dit, vous avez un poste, c'est la télévision, ça? Je lui dis, non, ça c'est un gros poste de radio. Ah, oui. Ah, dites donc, il est beau, hein?
Ah, je dis oui, il marche surtout pas mal. Puis qu'est-ce que vous pouvez écouter là-dessus? Bah, je dis j'écoute. Ah, mais j'ai jamais vu un poste comme ça. Ah, bah, je dis, ouais, mais c'est facile, quoi. Il dit, qu'est-ce que c'est alors comme poste? Bah, je vous ai dit, c'est un poste radio. Ouais, mais vous l'avez acheté à Paris? Je lui dis, bah, oui, c'est un poste allemand. Ah, c'est un poste allemand. Ah, dites donc, dites donc, dites donc. Un poste allemand. Vous comprenez l'allemand, vous? Alors, je l'ai regardé. On a essayé de changer de discussion. On a bu 2, 3 verres, et puis il est parti en disant, oh bah si le Séraphin y voyait, ce que vous avez fait de sa fanière. Parce que là où l'atelier est fait, c'était la fanière, c'est là où on entassait le foin. Il s'est borré en secouant la tête et en disant, ha ha, ha ha, ha ha. Puis il s'est borré dans le chemin, il continuait encore à faire ha ha. Puis il s'est arrêté chez le mutilé, alors moi je me suis foutu à la porte de grange, et comme un gros espion, j'ai essayé d'esgourder. Alors il s'est mis à parler de moi, bien sûr. Parler de moi, il disait tout et rien. Qu'il avait vu l'atelier, qu'il avait vu un poste de radio allemand, et que je connaissais l'allemand. Puis le mutilé, bah lui, il est retombé dans le 17 juillet 1916. Puis lui, il est retombé dans son histoire quand j'ai foutu mon poing sur la gueule du capitaine. Et puis ils se sont séparés, chacun en marmonnant ce qu'ils avaient envie de marmonner. Ça a été fini. Et juste à côté du vieux Tony, il y avait une grosse bonne femme que Cécile commençait à voir de temps en temps, une passionnée du jardinage, qui voulait donner non pas seulement des conseils, mais aider Cécile à récolter ce que l'on pouvait récolter ici. Et comme marge d'approche, elle s'était mise à donner à Cécile des graines, et puis ensuite quelques œufs. Le contact s'établissait dans le quartier du Haut. Je suis arrivé chez elle, reçu comme je l'avais été chez Tony. Et elle m'a dit, si quelque chose ici vous fait plaisir, eh bien, moi je vous le donne, il est à vous. Je lui ai dit que certainement des choses qu'elle avait me plaisaient, mais que j'avais pas du tout envie de les avoir. Elle m'a dit, mais si quelque chose vous fait plaisir, il y a le Tony qui m'a dit que vous aviez des lampes chez vous. Hein. Ben moi j'ai besoin d'une seule lampe. S'il y a des lampes qui vous font plaisir, venez. Puis on est monté chez elle, dans le haut. Puis là-dedans, il y avait des tas de trucs qui croupissaient. Elle m'a dit, un jour, il faut venir avec une brouette, et puis vous embarquerez tout ce que vous voulez. Ce qui est à moi, c'est à vous. Cette espèce d'énorme bonne femme qui ressemblait un peu à la grosse du coin quand j'étais gosse, avait une telle franchise que lentement, moi, j'avais complètement cessé de travailler dans mon coin. Je ne vivais que, non pas par procuration, mais je vivais en me greffant absolument sur eux et sans ressentir aucune nécessité à me foutre à une table. Je trouvais, non pas ridicule de mettre à une table, mais j'avais plus rien à dire à une table. J'avais besoin d'entendre. J'avais besoin peut-être de me fixer un petit peu dans mon coin. Et à son tour, elle a voulu voir l'atelier. Alors là, ça a été pour elle tout autre chose que pour Tony. Tony, c'est un gars qui avait peut-être un peu voyagé, qui m'avait raconté son premier essai de travail dans une usine. Premier mais dernier. C'était le mutilard qui, vers 1920, lui avait dit, bien, écoute Tony, si tu veux, tu vas venir avec moi, je travaille dans une usine de tissage en bas. Tu te feras ton petit argent de poche, puis le samedi et le dimanche, bah, tu aideras tes parents, tu feras comme moi. Le Tony, lui, bah, ni chaud ni froid pour ce genre de truc, avait fini par le suivre. Ils étaient descendus ensemble à l'usine. La première matinée passée, en sortant de l'usine, il y avait là une distribution dans des gamelles d'une soupe que le patron leur offrait. Et le mutilard avait dit à Tony, tu dois descendre avec une gamelle, mais vide. Le Tony était descendu avec une gamelle vide sans savoir. Quand il a eu fait la queue, c'est lui qui me disait ça, quand j'ai eu fait la queue, puis qu'on m'a donné la louche de soupe, il y avait un petit pont qui traversait l'Albarine. Puis le mutilard, il m'a dit, on va aller de l'autre côté manger ça sur une berge. Qu'on a traversé le pont, puis que j'avais ma galetouse dans la main, je lui ai dit, écoute, hein,
C'est la première et dernière fois que je viens travailler dans une usine. Leur soupe, peuvent se la foutre au cul. Regarde. Et il a balancé non seulement la soupe, disait le mutilard, mais la gamelle. Vous vous rendez compte? Quand j'en ai parlé avec le Tony, il m'a dit, ouais, plus jamais je suis allé dans une usine. J'aimais mieux rester ici à bouffer mon bout de pain et mon bout de fromage, mais non. Travailler, ouais, peut-être. Mais recevoir de la soupe en travaillant, ah non, monsieur. Non, moi j'aime ma dignité. Vous, hein? Vous comprenez, hein? Quand la grosse est arrivée ici, après avoir pris un escalier qui montait un peu raide, je lui ai ouvert la porte, puis je lui ai dit tout de suite, bah, écoutez, asseyez-vous, vous aimez boire du thé, je vais vous faire du thé. Oh non, c'est moi du thé, le thé c'est la tisane, c'est quand on est malade. J'ai voulu que je vous fasse un petit café. Ah, bah un petit café, s'il est bien fort, je veux bien. Eh ben, on va vous faire un petit café. Alors j'y ai fait un petit café. Je lui ai donné ça dans un verre. J'ai commencé à lamper ça, en disant, oh, il est bon ce café, oh, qu'il est bon. Elle était encore plus grosse que je l'avais imaginé. Pourtant, je l'avais vue, mais chez moi, je sais pas, j'avais jamais vu quelqu'un d'aussi énorme. Elle avait beaucoup de mal à tenir sur la chaise. Puis elle s'est mise tout doucement à inspecter, non pas les murs, mais le sol. Il y avait des taches partout. Mais qu'est-ce que vous y faites là-dedans? Oh, bah je dis là-dedans, vous savez, des fois ça m'arrive de faire tomber des trucs, puis voilà ce que ça fait, ça tâche. Et... oh, bah dites donc, bah, votre femme, elle doit pas être contente. Bah, je dis, bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Des fois ça m'échappe, hein. Ah, vous êtes maladroit. Eh oui, je suis maladroit. Bon, un petit peu plus loin, il y avait un fauteuil. Un fauteuil en châtaignier, un de ces trucs très, très simples. Elle regarde le fauteuil, elle n'en avait jamais vu. Oh, mais dites donc, ça, j'ai jamais vu des choses comme ça. Et on peut tenir assise là-dedans. Bah, je lui dis, bah oui, j'avais qu'une peur, c'était qu'elle s'y foute. Elle a essayé de s'y mettre, je me suis dit, elle se casse la gueule. Elle s'est assise, mais elle s'est retenue légèrement. Elle a senti que ça craquait, elle s'est relevée, elle a dit, c'est pas pour moi. Elle s'est remise sur l'autre chaise. Elle a terminé sa tasse, son verre de café. Puis elle a vu une table. Elle a trouvé qu'elle était bien cirée. Elle a trouvé l'autre table. Alors celle-là, elle n'était pas cirée. Et pourquoi qu'elle n'est pas cirée? Ah, puis il y avait des taches aussi dessus. Bah alors là aussi, vous faites tomber quelque chose. Ah bah dites donc, qu'est-ce que vous êtes maladroit. Puis il y avait encore une autre table. Elle dit, mais il n'y a que des tables ici. Bah je dis, bah oui, mais vous comprenez, là des fois je travaille pour faire ça, là je travaille pour faire ça. Mais qu'est-ce que vous y faites? Oh, je lui dis, je peux pas vous raconter tout ça, c'est compliqué, puis ça m'intéresse pas. Oh, je dis, si, ça vous intéresse. Bah alors dites-moi. Oh, bah je dis, des fois je fais... Et je me suis mis à mentir. Je sais que ma femme fait du tissage. Ouais, je sais bien. Et ben je lui dis, ma femme, elle a besoin de trouver de nouvelles couleurs pour ses laines. Alors c'est moi qui cherche les couleurs. Alors j'ai des boîtes de peinture et puis j'essaye. Ah, dites donc, c'est que ça, c'est encore un métier, hein. Ah, des métiers comme ça, c'est que nous, on les connaît pas, hein. Mais je dis, ben voilà, c'est ça que je fais. Puis petit à petit, bah, sa tête s'est levée comme une grue. Puis elle a vu les livres, mais les livres, ça n'avait pas l'air d'avoir beaucoup d'intérêt. Les boîtes de peinture qui brillaient, aucun intérêt non plus. Par contre, il y avait 2, 3 cadres sur les murs. Elle les a regardés à un bon moment, au point même de me gêner. Puis elle a tendu son index vers un des cadres. Puis elle a mis sa petite bouche. C'était une bouche toute charnue, avec des yeux enfoncés comme des yeux de porc. Puis elle m'a dit, mais dites donc là, mon petit monsieur, qu'est-ce que c'est? Puis alors au fur et à mesure qu'elle disait, qu'est-ce que c'est? Il y avait l'index qui quittait le cadre et puis qui tout doucement retombait vers le sol pour qu'elle s'arrête vers une tache. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que vous me montrez là? Alors elle relevait son bras, puis elle me disait, oh, celui-là, mais qu'est-ce que c'est? Et puis encore une fois l'index qui tombait, puis qui revenait sur une autre tâche. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez me montrer là? Moi je comprends pas. C'est ça que je lui disais en montrant un cadre, ou bien c'est ça? Si grosse qu'elle était, si vieille déjà, elle s'est mise à rougir. Elle dit non, je montrais comme ça, je montre tout, je demande qu'est-ce que c'est que tout ça? Ouais, vous savez, faut pas faire attention à moi, moi je suis un peu toc-toc. Mais quand même, vous direz ce que vous voulez, mais bon, allez, je vais m'en aller. Elle s'est levée, elle a parcouru tout l'atelier, elle a regardé alors là de très très près un cadre, là elle pouvait plus rien y voir. Et puis elle a recommencé comme si c'était son index, a baissé sa tête tout doucement puis a regardé par terre.
Mais qu'est-ce que c'est? Bon Dieu, de bon Dieu, de bon Dieu. Puis elle a pris la porte, puis elle est descendue. On a eu un problème. Un gros problème, c'est le problème des œufs. Parce que le père Maclay nous gardait des œufs frais, son gendre nous les gardait, puis la grosse nous les gardait aussi. Comme on n'est que deux et qu'on bouffe pas beaucoup d'œufs, ça faisait des œufs qui étaient putain frais. Alors on s'est mis à mettre un petit plan en route. J'ai dit à Maclay, bah écoutez, chaque fois que j'aurai besoin d'eux, je vous le dirai, puis à la fin de la semaine, je les prendrai, parce que je les prends un peu chez vous, un peu chez votre gendre, puis un peu chez la grosse. Le Tony, lui, ne tenait plus ni poule ni lapin. Il fumait le cigare. Il avait décidé qu'il terminait sa vie en fumant le cigare. Alors j'arrivais chez la grosse, quelque temps après sa visite. Elle était près de son feu, les jambes bien écartées, ses doigts là-dedans. « Asseyez-vous. » Je me suis assis, je lui ai dit, je suis venu chercher des œufs. Hein. Oui, mais j'ai ce qu'il faut, mais ce qu'il faut, c'est les prendre chez moi. Hein. Faut pas aller chez... Je dis, écoutez, on va essayer de mettre quelque chose en route, c'est ce que j'ai dit au père Maclay. Je prends les œufs, un coup chez lui, un coup chez son gendre, un coup chez vous. Hein. Comme ça, je les vois à chaque fois, comme ça, on blagueute à chaque fois. Je dis, comment ça va? Bah, je vais vous dire une chose. Hein. J'arrive pas à comprendre qu'est-ce que vous faites là-haut. Je l'ai demandé au Tony. Le Tony m'a dit que vous aviez un petit boulot. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Bon. Mais votre femme, elle vous laisse faire des saletés comme ça partout. Oh, je lui dis, c'est pas des saletés, quoi. Puis de toute manière, quand c'est sec, c'est sec. Oui, mais n'allez quand même pas me dire... Je dis, vous savez, je vous ai dit ce que c'était, alors c'est normal, ça coule un peu. Oh, enfin, vous vous rendez compte si moi... Alors non, ça, monsieur, moi si je fais quelque chose, vous vous rendez compte si je fous ma sauce partout? Je dis, bah moi je fous de la sauce partout et c'est tout, c'est moi que ça regarde, quoi. Mais je comprends quand même pas comment vous faites. Vous devriez, et puis elle avait dû y réfléchir, et elle voulait me donner des conseils. Comment je devais m'y prendre pour ne pas faire de tâches. Elle, sa tactique, c'était de mettre du journal partout. Et puis à chaque fois que je l'ai revu, ça a duré un bon moment, jusqu'à ce qu'un jour je lui dise, ah oui, vous aviez raison. Je mets maintenant des journaux partout, et mes journaux sont tachés, je jette mes journaux et c'est fini. Elle a été libérée. C'était devenu pour elle un problème de la plus haute importance. Enfin, elle savait que je ne faisais plus de dégueulasserie chez moi. Elle avait dû oublier ce qu'elle avait montré avec son index. Et que là-haut, ben, ça allait rester propre. Elle a été tellement contente qu'elle n'a pas voulu que je lui paye les œufs.